Votre invitée aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama et sur l'Opinion, c'est la patronne d'Engie, Isabelle Kocher. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous donc en direct sur Boursorama et sur l'Opinion pour vous interroger à mes côtés, ma consoeur Muriel Motte de l'Opinion. David. Bonjour Muriel. Bonjour. Alors beaucoup d'actualités, vraiment, pour Engie ces dernières heures. À la fois dans le rétroviseur, il y a les résultats de 2018 et puis il y a cette feuille de route pour les 3 prochaines années. Malgré toutes ces annonces, on va laisser évidemment les marchés digérer, toutes ces infos se décanter, il y a beaucoup de choses, mais malgré toutes ces annonces, vous avez été déçu, surprise de voir que le titre hier a perdu quasiment 5%, ça rebondit mais légèrement aujourd'hui. Surprise, déçu? C'est impossible à dire d'avance. Alors j'ai connu moi toutes les situations depuis le temps. Là, difficile de commenter. Simplement, on avait pris beaucoup de valeurs. On avait monté de plus de 20% depuis le mois d'octobre, donc il y a eu pas mal de prises de bénéfices. C'était sur le compte des prises de bénéfices. Oui, je crois que c'est vrai. Petite once de déception quand même. Je ne fais jamais de paris sur ces sujets-là. Et je sais alors d'expérience que quand vous arrivez avec une stratégie de long terme, il faut du temps au marché pour se faire son idée. Et c'est ce qui va se passer. Donc là, nous avons des mois devant nous pour effectivement poursuivre la description exactement de ce que nous allons faire. Et délivrer la performance. Parce qu'il y a une promesse qui est faite, qui est forte, on va y revenir. D'ailleurs, il faut que ça suive, il faut que plein de tendances suivent, comme on dit. Oui, c'est ça. Alors peut-être un petit détour en Belgique pour commencer, puisque vous exploitez là-bas 7 centrales nucléaires. Ça vous a coûté cher l'an dernier, 700 millions d'euros pour divers problèmes techniques, etc. D'un point de vue opérationnel, est-ce que les choses vont bien aujourd'hui? Et par ailleurs, d'un point de vue plus stratégique, qu'attendez-vous du gouvernement qui doit sortir des urnes en mai prochain en Belgique? Parce qu'on a l'impression que l'avenir nucléaire du pays n'est pas complètement figé. C'est exact. Dès après les élections, le gouvernement belge devra prendre une décision pour voir s'il en reste à ce qu'il est pour l'instant inscrit dans la loi belge, qui est que ces centrales vont s'arrêter progressivement entre 2022 et 2025, ou bien s'il souhaite que nous les prolongeons. Et nous sommes prêts à tous les scénarios. Vous êtes prêts, d'accord. Ça n'est pas à nous de faire la politique énergétique de la Belgique, mais nous sommes prêts à envisager un prolongement si le gouvernement le souhaite, ou bien la fermeture, ce qui est pour l'instant le cas de base. Et sur le plan opérationnel, ça va mieux? Alors, sur le plan opérationnel, nous sommes passés par une année 2018 incroyable. C'est-à-dire que nous avons attaqué l'hiver, au mois de novembre, avec un réacteur sur 7 en fonctionnement. Donc année très difficile, et du point de vue de la sécurité d'approvisionnement. Et nous avons rassemblé absolument tous les moyens du groupe pour passer l'hiver dans de bonnes conditions pour les clients belges, et ça a été le cas. Énorme engagement de toutes nos équipes, je les remercie au passage. Vraiment, difficulté extraordinaire et équipe extraordinaire aussi. Et donc nos centrales sont en train de revenir dans un fonctionnement normal. Et pour la petite histoire, ce qui s'est passé, c'est que nous avons découvert à l'occasion de travaux de maintenance des malformations qui datent de l'origine, qui ne touchent pas le cœur du réacteur, qui sont sur des bâtiments annexes, mais qui nous ont conduit à refaire, par exemple, des toits blindés de bâtiments, d'où les arrêts que nous avons. Et ça vous a coûté 700 millions d'euros, donc maintenant tout ça c'est derrière? Ça nous a coûté 700 millions d'euros, parce que c'est pas rien, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Et au passage, avoir fait nos objectifs 2018 quand même, 1 milliard malgré d'euros tout, de résultats nets. c'était quand même un vrai challenge, et nous l'avons fait. Bon, aujourd'hui, ce qui est très rentable, parce que Engie change mais considérablement, mais ce qui est très rentable aujourd'hui chez Engie, toujours, c'est vos métiers historiques, le gaz, les réseaux, la distribution, la cash machine de demain. Isabelle Kocher, elle est où la cash machine de demain pour le coup? Alors nous sommes concentrés, je pourrais résumer les 3 dernières années comme ça finalement, nous sommes concentrés sur les 3 métiers, les 3 ingrédients qui vont être au cœur des développements futurs, au cœur de ce dont les clients ont besoin. C'est l'efficacité énergétique. C'est le premier fuel du futur, vraiment. Deuxièmement, le renouvelable, oui évidemment. Et troisièmement, la composante gazière. Ça, ce sont les 3 ingrédients, ce sont les 3 segments qui croissent dans le secteur de l'énergie. Nos activités sont positionnées là maintenant. Voilà, ça c'est je dirais le bilan en quelques mots de ce que nous avons fait. Et tout ça est profitable, tout ça dégage de fortes marges? Le pari que nous avions fait, vous vous en souvenez, et quand je vous l'ai annoncé il y a 3 ans, vous m'avez dit mais ce serait formidable, mais est-ce que c'est possible? C'est d'être, au cours de ces 3 ans, de faire un chemin vers moins de carbone. Nous avons coupé nos émissions de carbone de 56%, tout en étant plus rentable. Nous avons augmenté notre retour sur capitaux engagés de presque 1 point, de 6,5 à 7,4%. Et troisièmement, retour à la croissance organique,
puisque nous étions en 2015 à moins 9% de croissance organique. Et là, le pari nous pour l'avenir, sommes c'est 7 à 9%, on en reparlera après. Nous sommes en 2008 à plus 5%. Et l'objectif, c'est d'accélérer, c'est Et d'accélérer. nous allons accélérer. Mais dans votre plan, vous donnez l'impression, enfin, vous déclarez même vouloir vous concentrer sur les collectivités et les entreprises. Ça veut dire que le gaz aux particuliers, qui était le métier historique d'Engie, vous avez vocation à en sortir? C'est plus quelque chose qui vous intéresse autant? Non, pas du tout. Nous n'allons pas du tout en sortir. Ce que nous avons dit hier, c'est que nous allions mettre un accent en termes de croissance, d'allocation de ressources, un accent très fort sur les entreprises et sur les collectivités territoriales. Elles Mais ont pas au besoin... détriment, mais pas au détriment des particuliers. Bien entendu que non. Et vous avez vu que d'ailleurs les particuliers, nous continuons à enrichir nos offres. Avec la chaudière, là. Vous avez vu À la chaudière à 1 1 euro, c'est vrai, la Oui. chaudière à 1 euro. Les oui. particuliers... Mais les marges sont très contraintes. Les particuliers, ils ont besoin que leur facture d'énergie soit absolument contenue et si possible diminuée. Et donc nous allons faire de plus en plus pour les particuliers d'offres qui vont leur permettre de baisser leur facture. La chaudière à 1 euro, c'est typique. Il y a un investissement au départ avec cette chaudière, mais derrière, il y a des vraies économies d'énergie. Mais justement, on fait en sorte qu'il n'ait pas à payer l'investissement de départ. Le gros problème des chaudières, c'est exactement ça, c'est qu'il faut payer 3 500 euros. Au minimum, ça coûte la blinde. Voilà. Donc, certes, ça fait faire des économies dès que la chaudière se met à fonctionner parce qu'elle Il y a un consomme moins. investissement au départ. Et donc, nous avons fait en sorte qu'il n'y ait plus d'investissement de départ. Nous vendons la chaudière as a service d'une certaine manière. Et ce que nous avons dit hier, c'est que nous allions faire la même chose pour les entreprises exactement. et pour les collectivités territoriales. Alors, Isabelle Kocher, dans les annonces qui ont été faites hier, il y a cette idée de se recentrer, de sortir de certains pays. Intéressant, vous êtes présent dans 70 pays. Sortie prévue dans 20 pays, là où il n'y a pas la taille critique, si j'ai bien compris. Là, vous êtes considéré, enfin, vous considérez comme trop petit. Mais lesquels? Donnez-nous des noms. Ça fait beaucoup, 20 d'un coup. Non, je ne vous donnerai pas de nom. Aucun nom, rien. Parce que vous ne savez pas encore. Vous le verrez, parce que... si, mais vous le verrez au fur et à mesure. En fait, ce qu'on a surtout dit hier, c'est que nous allions concentrer nos investissements dans 20 pays, 30 mégalopoles. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Nous avons dit que nous allions nous spécialiser, en fait. Ça, c'est un des mots-clés d'hier. On se spécialise. Première phase, on a remis le groupe à flot. Deuxième phase, on se spécialise et en fait, on monte en valeur ajoutée. Et on accélère la croissance, vous avez vu nos chiffres. Alors, on se spécialise dans quoi? On veut devenir le spécialiste de la transition zéro carbone des entreprises et des collectivités. Même leader mondial, vous avez dit, on veut être leader mondial. Leader mondial. Et on veut le faire as a service. As a service. As a service. As a service. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on discute avec une entreprise, elle nous dit « J'ai besoin d'aller vers zéro carbone. Je n'ai pas le choix. Mes clients me le demandent, mes collaborateurs me le demandent. Vous avez vu le manifeste signé par les étudiants, c'est intéressant, qui disent « Je ne veux pas travailler dans une entreprise. » Mais ce n'est pas leur métier, cette boîte, de faire ça. Mais non, justement. Elles doivent aller vers zéro carbone. Simplement, d'abord, elles ne peuvent pas, ce n'est pas leur métier, comme vous dites, elles ne peuvent pas financer les investissements qui sont nécessaires pour faire ça, parce qu'elles veulent garder leur capacité d'investissement pour leur cœur de métier. Et vous allez donc, elles nous disent, faites-le pour nous. Et vous nous facturez à l'usage. Voilà. Donc ça devient notre métier. Et nous avons commencé... Avec des marges. Avec des marges, bien sûr, parce que ce sont des offres à haute valeur ajoutée qui sont en plus dans la durée. C'est ça le nouvel Engie. Si je peux vous donner un exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Nous venons de le faire avec une grande université américaine. Vous voyez là comme une ville. C'est 100 000 étudiants et professeurs. C'est l'université de l'État de l'Ohio. Très grosse université américaine, un immense campus. Eh bien, nous venons de signer avec elle un contrat de 50 ans. 50 pour sortir du carbone? Qui est un contrat qui leur permet d'aller vers zéro carbone, dans lequel nous prenons en charge le remplacement des équipements qui consomment de l'énergie, typiquement les équipements qui produisent du froid, du chaud, de la ventilation d'air, les équipements de transport sur le site. Nous les remplaçons. Nous investissons nous-mêmes dedans 1,2 milliard de dollars. Tout ça pour une marge de? Je vais me laisser finir. Nous le finançons nous-mêmes et nous le facturons comme un service. Et nous le facturons à un prix qui est moins cher pour eux que ce qu'ils payent aujourd'hui. Parce qu'on fait des économies d'énergie. On va faire 25% d'économies d'énergie rien que sur les 10 premières années. Donc, c'est ça, as a service. On facture à l'usage, on prend en charge les investissements, le remplacement des équipements. Et puis, finalement, on alimente tout ça avec de l'énergie verte. Soit on la produit sur site, des panneaux solaires sur le toit,
de la géothermie, peut-être même du biogaz dans ce cas-là. Soit on va la chercher à l'extérieur, il y a une grosse ferme solaire qui produira 20% de l'énergie de ce site. Voilà ce que c'est ce as a service. Ouais. Donc l'énergie propre, ça veut dire que vous sortez complètement du charbon. Les 6 milliards de cessions annoncées, c'est uniquement des actifs dans le charbon ou... C'est la très grosse partie de cessions qui d'ailleurs sont pour la plupart d'entre elles déjà annoncées, ouais, mais qui, le temps de se faire, vont avoir un impact sur la période qui vient de démarrer. D'accord. Et à quel horizon vous sortez complètement du charbon? Écoutez, nous sommes en train de le négocier avec les pays concernés. Au Chili, par exemple, nous avons demandé l'autorisation de fermer une centrale, mais nous devons le faire avec l'accord des autorités. Il faut bien vous dire qu'il n'est possible de fermer le charbon que lorsque les installations de relais sont prêtes. Donc nous ne sommes pas tout seuls à décider, mais la réponse est le plus vite possible. Bon, ce que les investisseurs évidemment attendent d'Engie, aussi évidemment, c'est d'en savoir plus sur quoi? Sur votre politique d'acquisition. Et là, on se dit, on sent que vous voulez, enfin, si j'ai bien compris, vous voulez continuer à la muscler. Mais là où je trouve que c'est pas clair, c'est est-ce que oui ou non, Engie a besoin d'une grosse acquisition? Oui ou non? Réponse simple. Est-ce qu'Engie en a besoin? Dans un de ces métiers clés. Mais Engie fait des acquisitions. Nous Bien avons sûr. fait, non mais juste quand même pour le rappeler, au cours des 3 dernières années, plus de 40 acquisitions et nous allons continuer. De quelle taille en moyenne? Plutôt 300 millions, quelque chose comme ça, de taille moyenne. Bon, c'est pas gigantesque, mais Engie n'a pas besoin, vous écoutez? pas forcément, non. Et en tout cas, ce que j'ai toujours dit, c'est que une grosse acquisition ne fait pas une stratégie. On a annoncé notre stratégie, on continuera à faire des Justement, maintenant acquisitions. vous avez annoncé la stratégie. Si on trouve de belles acquisitions, de grandes acquisitions qui servent notre stratégie, on donc les vous fera. laissez la porte Mais ouverte. bien sûr. Et c'est la douzaine de milliards d'investissements Ce que que vous avez j'ai toujours annoncé. dit, c'est on est conservateur. Moi, j'ai une approche assez conservatrice là-dessus. Oui. Donc, J'ai appris du passé que oui. on ne peut pas compter seulement sur des acquisitions pour faire la croissance. Voilà. donc à court terme, une politique d'envergure, encore une fois d'acquisition d'envergure à court terme, c'est pas le sujet à court terme. Ben, on verra bien. Moi, je laisse la porte ouverte. Si on trouve des belles acquisitions qui servent notre stratégie, nous les ferons. De manière plus ciblée, est-ce que oui ou non, là encore, réponse assez facile, ou pas d'ailleurs, êtes-vous intéressé? Est-ce que Engie est intéressé ou pas par Eneco? Pardon, pas tout le monde connaît, mais il y a combien? 12 milliards, tu as dit, de prévus d'investissement, notamment 9 milliards dans le renouvelable, que vous avez prévu d'investir. Est-ce que Eneco, c'est un Irlandais qui est spécialisé là-dedans? Est-ce que les actifs d'EDP aux États-Unis, est-ce que oui ou non, vous êtes intéressé? Est-ce que vous regardez les dossiers? On regarde tout. Non, mais on regarde. Mais attendez, évidemment. Vous êtes intéressé? Il y a des activités de chacun de ces acteurs qui sont potentiellement intéressantes, bien sûr, oui. Donc il sait que vous regardez. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui font remarquer, benoîtement, qu'Engie a l'un des plus petits portefeuilles dans l'éolien, dans le solaire, par rapport aux grands acteurs en Europe, les Iberdrola, les Enel, qui continuent aussi, comme vous, à appuyer sur le champignon? Vous comptez rattraper votre retard? Alors, on est parti d'assez loin. Yes. On est parti d'assez loin, c'est vrai. Et nous avons bâti vraiment une machine de développement qui est reconnue maintenant comme une des plus efficaces d'Europe. Nous sommes probablement le 2e acteur européen en termes de vitesse de développement du renouvelable. Nous sommes capables de mettre en service entre 2 et 3 gigawatts de renouvelables supplémentaires par an. C'est considérable. Ouais. 1 gigawatt, c'est une tranche nucléaire en équivalent. Donc c'est considérable. Nous sommes devenus vraiment un développeur efficace et rapide et sans jamais renoncer à nos TRI, nos returns. Ouais. Donc vous partez de plus loin. On partait de plus loin, mais en termes de rythme, je pense on est franchement plutôt dans le tout début de peloton maintenant. Et c'est ce qui compte, parce que ce qui compte, c'est la vitesse à laquelle votre machine fonctionne. Et c'est ça qui fait que vous pouvez avoir les meilleurs accords avec les fournisseurs. C'est ça qui fait que vous avez des process que vous pouvez professionnaliser. C'est le rythme qui compte. Là, je crois qu'on est devenu très bon. Alors, dans le rythme, justement, on a le sentiment qu'il y a une grosse tirelire à côté de Engie qui pourrait vous aider à accélérer. C'est votre participation dans Suez, qui vaut plus de 2 milliards d'euros aujourd'hui. Vous changez un peu de métier, vous créez un nouveau métier. Est-ce que cette participation presque historique dans Suez se justifie toujours? En quoi est-ce que dans votre nouvelle stratégie, ça peut être utile? Est-ce que ce ne serait pas plus mal de la vendre, de récupérer 2 milliards et hop, d'accélérer sans peser sur la structure financière d'Engie? Alors,
c'est une question récurrente. Que j'ai, oui. Voilà, mais on ne peut pas la poser parce que c'est une belle tirelire. Non, mais je la comprends très bien. Il se trouve que nous avons eu l'occasion de vraiment nous exprimer de manière très précise sur ce sujet, il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques mois, en disant tout simplement, on est très content de nos 32% au capital de Suez. C'est une très belle entreprise, Suez, qui est sur des marchés qui vont se développer. Et nous sommes complètement en soutien du nouveau manager qui vient d'être désigné, qui est mandaté par le conseil d'administration pour mettre en place un plan ambitieux de redressement, voilà, qui mène à, je dirais, débloquer la valeur de Donc Suez. pas touche à cette participation. Absolument. Et d'autre part, nous avons dit que nous allions faire plus de synergie industrielle. Nous, on va vers les entreprises, on va vers les collectivités locales. Dans les renouvelables, surtout, dans l'énergie. Et eux sont sur des métiers cousins, et nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Il y a une chose qui va peut-être évoluer chez Engie prochainement, c'est le conseil d'administration. Sauf erreur de ma part, il y a 9 mandats d'administrateurs qui arrivent à échéance sur 19. Vous aviez dit à un moment que vous vouliez en profiter peut-être pour réduire la taille du conseil, le faire évoluer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus aujourd'hui combien vous aimeriez réduire votre conseil? Et puis, est-ce que des nouvelles personnalités différentes Alors, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. J'ai lu que ça devrait passer. Enfin, si vous misez sur la réduction de la taille du conseil, oui, vous ne vous trompez pas. Mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Rien de plus. Non. Bon. Allez, autre sujet, on enchaîne. La loi Pacte. C'est intéressant parce que ça aura un impact sur Engie. Donc la loi Pacte qui autorisera l'État à céder tout ou partie, on ne sait pas évidemment pour l'instant, des 24% qu'il détient dans Engie. Est-ce que le jour où l'État sera moins là ou plus là, vous vous dites, chic, j'aurai les coups des franges totalement? On ne sait pas de cet ordre. L'État se comporte comme un actionnaire, mais nous sommes une entreprise qui est gérée de manière homogène avec ce que vous trouvez dans le privé en général, donc ça ne changera pas la façon dont le groupe est piloté. Et moi, je suis assez relax par rapport à cette évolution. Nous y sommes absolument prêts. Ce n'est pas nous qui allons la décider, par définition, et je ne sais pas. Je ne sais pas le rythme auquel ça va se passer, les modalités, c'est à l'État de les définir. Mais c'est le sens de l'histoire. Et il y a un sens de dire, il y a un niveau optimal de participation de l'État ou ça ne veut rien dire, le niveau optimal, dès lors qu'il est dans votre capital? Il a plein de façons, l'État, d'avoir un impact sur un secteur qui est un secteur stratégique pour lui. Et l'énergie est un s'il en est un, franchement, est un secteur stratégique pour lui. Là, pourtant, ils vont vendre au fil de l'eau, on a compris, alors on ne sait pas trop, mais c'est le sens de l'histoire à court terme. Absolument, mais dans beaucoup de pays... Donc c'est pas incohérent quelque part? Non, c'est stratégique pour l'État. La régulation, ce qui va se passer, et ce qui se passe, et déjà beaucoup dans le monde, c'est une action par la régulation. C'est les règles du jeu fixées par la régulation. Donc il ne perd pas la main quelque part? Non, pas du tout. Et donc vous souhaitez, ou pas d'ailleurs, que l'État sorte intégralement ou définitivement d'Engie, ou vraiment ça ne change rien pour vous? Mais d'abord, la décision n'est pas dans notre camp. Vous avez une opinion. Mais je vous l'ai dit, je suis relax et je pense que c'est le sens de l'histoire. Je peux difficilement vous dire plus. Donc moi, je me prépare à ce que l'État potentiellement sorte complètement et Engie est absolument préparé à ça. Et vous savez déjà s'il y a des candidats au rachat, parce que c'est une belle participation, quand même pratiquement un quart du capital. Ça peut être l'occasion de nouer, je sais pas des partenariats, mais enfin, si, pourquoi pas, avec des amis, des opérateurs, d'autres. Vous savez, Engie est un très grand groupe. Engie est un des plus grands groupes de l'énergie du monde. C'est pas évident d'imaginer un acteur de référence à cette échelle. En revanche, des investisseurs qui parient sur le long terme, qui sont prêts à nous accompagner dans une stratégie longue, telle que celle que nous venons d'annoncer, ça oui, il y en a beaucoup, et ça va être notre travail là des prochains mois d'aller précisément poursuivre le dialogue que nous avons amorcé avec eux hier sur cette nouvelle stratégie. Alors on est sur l'opinion, mais aussi on est sur Boursorama. Il faut parler du parcours boursier d'Engie. Votre nomination, elle date, j'ai retrouvé, de mai 2016 en tant que directrice générale. Le cours d'Engie stagne, on peut le dire en gros, depuis ce moment-là, autour de 15 €. La réaction, c'est quoi? C'est se dire je fais mon mea culpa, j'ai ma part de responsabilité, ou au contraire, vous estimez avoir fait le job et c'est les marchés qui n'ont rien compris? Non, je ne le dirais pas comme ça. Première phase, si vous voulez, j'avais promis la stabilité du résultat, mais en disant bien stabilité du résultat, alors que je vais enlever une grosse partie du portefeuille. C'était pas facile déjà à tenir.
Donc je ne m'attendais pas... En cédant ce qui gagne de l'argent, c'est ce qu'on vous a reproché. En cédant ce qui gagne de l'argent, heureusement qu'il n'y avait pas que ça qui gagnait de l'argent, sinon on ne ferait pas 2,5 milliards de résultats nets récurrents. Mais en cédant des activités qui étaient encore profitables, mais en se disant qu'elles allaient rapidement ne plus l'être. Hein, donc en prenant une vue claire sur notre portefeuille d'activités. Donc nous avons stabilisé le résultat, alors même que nous avons enlevé presque 20% de nos activités. Oui, c'est 16 milliards en 3 ans. Hein, donc je dirais, moi, je trouve que pari tenu. Et maintenant, c'est l'étape de croissance que nous avons annoncée hier, donc 7 à 9% de croissance. Du résultat récurrent par an sur les 3 prochaines années. Et là, on se dit, vu la réaction du marché, les moins 5 d'hier, moins 4,6, il faut être précis, ils doutent peut-être que vous soyez en capacité à délivrer cette performance, ou peut-être parce qu'ils attendaient plus. Certains disaient on attendait 5 points de plus. Alors, je pense que le marché, chaque fois c'est pareil. Mais oui, non, mais vous venez avec une stratégie, vous donnez... non, mais ils auraient pu applaudir, on aurait pu voir plus 5, plus 7. Dans la salle, les gens ont applaudi, maintenant ils vont faire leur maths. Non, mais c'est comme ils disent, do the math. Ils vont aller checker les chiffres, ils vont se faire une idée. Et puis progressivement, les analystes vont sortir leurs notes et les investisseurs longs vont se prononcer. Ce qui s'est passé hier n'est pas du tout de cet ordre. Les gens qui ont fait le cours d'hier, ce n'étaient pas les gens qui étaient dans la salle, c'est les hedges qui s'étaient positionnés au cours des mois précédents sur notre cours, qui avaient pris beaucoup au cours des derniers mois. Donc je crois moi j'ai appris ça, il faut une stratégie longue. Il faut du temps au marché pour l'assimiler, pour se faire son idée. Vous êtes c'est notre challenge. Et confiance dans l'idée que vous allez délivrer ces plus 7 à plus 9% de croissance, encore une fois, du résultat récurrent sur les 3 prochaines années, large? Moi, je me suis fixé pour objectif de systématiquement être fiable dans ce que nous disons. Nous avons au cours de la première période absolument fait tout ce que nous avions dit. En 2 ans, le plan stratégique, c'est ça, en 2 ans, alors qu'il est annoncé sur 3 ans. On l'a plutôt fait plus vite. Ouais. Voilà. Et dans de meilleures conditions économiques que ce qui était dans nos plans initiaux. Bon, bah voilà, même objectif. On va essayer de battre ce que nous avons dit hier. Mais c'est un peu le paradoxe, parce que les analystes reconnaissent tout à fait que le plan de transformation est bien exécuté. Et à la fois, justement, le cours est un peu décevant. Est-ce que vous avez le sentiment, peut-être que le marché ne vous trouve pas assez clair? On entend dire, non mais le groupe, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il veut aller, on ne sait pas, c'est un peu confus. Parce qu'il y a vraiment cette dichotomie entre les analystes qui ont l'air satisfaits et le marché qui ne suit pas quand même. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Nos multiples de valorisation, ils ne sont pas mauvais du tout. Hein. Quand vous nous comparez en multiples avec nos pairs, on est plutôt même très bien pricé. Sur le sujet Donc il n'y a pas de frustration à ce niveau-là. Non. Sur le sujet de où va le groupe, oui, on était très attendus. On était très attendus, puisque on a délivré ce qu'on avait dit qu'on allait délivrer, plutôt en avance. On a pris, nous, 8 mois pour faire le tour en détail de nos clients, essayer de comprendre où étaient les tendances les plus porteuses pour nous, les océans bleus, hein, comme on dit. Il y a beaucoup d'investissements dans l'énergie, mais il y a une grande partie qui se commoditise, et c'est évidemment pas ça qu'on veut faire. Donc on a pris 8 mois avec des milliers d'interviews clients, de workshops, etc., pour essayer vraiment déterminer sur quoi nous allions nous spécialiser. Et c'est ça qui était très attendu, et c'est normal. Voilà. Mais donc c'est la réponse que nous avons donnée hier. Ouais. Dernier point sur le parcours boursier. Honnêtement, on est entre nous à 13 €, moins 7%. Isabelle Cocher, sur 3 ans, vous ne pouvez pas être satisfait du cours boursier d'Engie, hein. Bah, moi, je regarde les multiples. Hein. Je regarde les multiples, et les multiples d'Engie ne sont pas mauvais. Je suis sûre qu'Engie peut faire beaucoup mieux dans le futur, parce que repositionné comme nous le sommes, et avec la stratégie que nous avons annoncée, et que nous sommes quand même à peu près les seuls à pouvoir mener à cette échelle, nous avons un très très gros potentiel de création de valeur devant nous, oui, ça oui. Bon, on en reparlera quand vous reviendrez. Quelques questions qui fâchent, il nous reste encore 5 bonnes minutes. On appelle ça les questions qui fâchent. Muriel, honneur aux dames, tu te lances. Écoutez, alors oui, ce rapport de la médecine du travail qui était révélé par Mediapart, disant quand même que c'était un peu inquiétant, qu'en 2017, un quart des top exécutifs du groupe étaient entrés dans la spirale du burn-out. C'est parce que le groupe s'est transformé extrêmement rapidement. Enfin, qu'est-ce qui se passe chez Engie? Alors ça, c'est pas du tout nos chiffres. Hein. Nous avons des enquêtes internes qui sont menées auprès de tous les collaborateurs, etc. On suit ça très, vous écoutez, il n'y a pas de sujet? Mais moi, je réponds d'abord parce que
implicitement, vous dites en fait, voilà, vous ne faites pas attention aux gens. Si, bien sûr. En tout cas, ils sont très secoués. On fait très attention aux gens. La transformation par laquelle nous sommes passés, elle est exigeante. Hein. C'est sûr qu'elle est exigeante rapide. pour nos équipes. Vous vous rendez compte ? Quand vous sortez du charbon, ça veut dire que vous conduisez une partie des équipes à renoncer à ce qu'elles ont toujours fait. Quand vous dites on vend l'exploration-production, même si vous avez toutes les bonnes raisons du monde de le faire, mais ça veut dire qu'il y a des équipes entières qui effectivement... Mais qui sont inquiètes, il y a l'inquiétude. Donc nous sommes passés par cette phase. Et il y a le burn-out. Pour moi, c'est des choses différentes. Oui, alors c'est là que moi je ne valide pas ces chiffres. C'était la spirale du burn-out. Oui, bon. Mais en tout cas, nous faisons très attention à nos équipes. Je pense que cette phase-là de renoncement, en fait, on peut l'appeler comme ça, a été une phase pas facile pour un certain nombre de nos collaborateurs. Je pense que nous avons franchi le cap, honnêtement, et les échos internes et d'ailleurs nos enquêtes, puisque je vous ai dit qu'on en faisait très souvent, montrent que ce que nous sommes en train de profiler là pour le futur est au contraire assez enthousiasmant pour nos équipes. Mais c'est un point de vigilance, de toute façon. Dans votre enfance, je ne sais pas si vous avez eu tendance à jouer au Monopoly, mais la CGT, en tout cas, considère que Engie gère ses infrastructures gazières un peu comme un Monopoly. Le reproche, il est quand même assez fort. C'est qu'en gros, vous mettriez une pression financière maximale pour dégager des profits. Et donc, en creux, plus grave, selon la CGT, vous mettez à mal leur mission de service public. Qu'est-ce que vous répondez à la CGT ? Que nous allons... Oui. Non, mais il y a un sujet. Encore, il n'y a pas de sujet là ? Non, il n'y a pas de sujet. Nous allons investir 3 milliards d'euros dans les infrastructures gazières dont il est question là, dans les 3 prochaines années. Je crois que ça parle de soi. Et les centres d'appel, je crois qu'il y a aussi la fermeture programmée de 3 centres d'appel. Est-ce que vous confirmez ces fermetures ? Et est-ce qu'il y aura fermeture de 3 centres d'appel sur le sol français, sur les 12 que vous possédez ? Alors, est-ce que c'est vrai ? Et est-ce que ça se fera sans casse sociale ? Enfin, votre réponse à ces inquiétudes. Il y a d'autres fermetures qui sont prévues sur le sol français ? Oui. Des évolutions de structure, on continuera à en faire. Ça, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y aura de la casse sociale ? Non. Reclassement. Reclassement systématique. Je vous rappelle que nous avons investi 100 millions d'euros par an dans la formation de nos collaborateurs au cours des 3 dernières années et que nous allons commencer. Les centres d'appel, c'est sûr que vous en rendez bien compte, leur volume de charge diminue parce que de plus en plus de gens vont par Internet. Donc il faut adapter évidemment notre façon de faire. Oui, bien sûr. Il nous reste même pas une minute. Un peu d'actualité quand même parce que on a le sentiment que la taxe carbone, qui au départ était à l'origine de cette crise des Gilets jaunes, semble revenir dans le débat. On a eu le président de la République, Emmanuel Macron, qui a ouvert la voie à une espèce de taxe carbone variable, flottante, qui nous rappelle la TIPP flottante de l'époque de Lionel Jospin, où il faut rappeler le principe, la taxe baisse en fait à mesure que le cours du pétrole monte. Est-ce que pour vous, oui ou non, c'est une bonne solution ? Il faut un signal prix. D'abord, il faut un signal prix. Vous ne pouvez pas dire on veut décarboner le système et que ça ne se traduise pas dans les prix de l'énergie. Donc, pour les Français, c'est net. Oui, mais en fait, il faut prendre ça justement vu des Français et vu de leur facture d'énergie. Il faut passer à un regard non pas sur le prix unitaire de l'énergie, mais sur la facture d'énergie. Moi, j'ai toujours... Mais quand vous faites votre plein d'essence, là, comment vous faites là ? Non, mais donc il faut consommer moins. Non, mais il faut consommer moins d'énergie, moins d'électricité chez vous, moins de chauffage chez vous. Mais sur la bagnole, c'est quand même le sujet. En France, je suis un petit peu moins une spécialiste de la voiture. Vous devriez interroger mon grand collègue dans ce domaine. Mais moi, je vous parle de ce que je connais bien. Le chauffage à la maison, si vous voulez être certain de maîtriser votre facture, alors que le prix du gaz, ce n'est pas nous qui le maîtrisons, ni le consommateur, ni Engie, puisque c'est un gaz qui est acheté à Gazprom ou en Algérie. Donc il est refacturé aux clients au prix auquel ces grands fournisseurs étrangers le facturent. Pour maîtriser les factures d'énergie, il faut travailler sur les réductions de consommation. Ça, c'est essentiel. Il y a des gisements considérables. Ils sont supérieurs à 30% dans la plupart des cas. Vous vous rendez compte, 30%. Pour se chauffer chez soi, pour se chauffer chez soi, pour plus généralement consommer l'énergie, éclairage compris. Donc il faut rentrer dans ces logiques, il faut regarder la maîtrise de la facture.
Mais quand même, pour revenir à cette taxe carbone, on a le sentiment en France qu'à chaque fois, on essaie de piloter, de guider le comportement du consommateur avec la fiscalité. C'est une fatalité, ça, avec le mouvement des Gilets jaunes. Et à chaque fois, c'est la fiscalité, l'impôt, la taxe. On ne peut pas faire autrement pour être aussi efficace. Vous avez un peu glissé là vers la fiscalité en général, qui est un sujet parce qu'on parlait différent. de taxe carbone, vous Est-ce qu'on voyez, paye trop mais à d'impôts chaque en fois. France? Vous allez me le dire, oui ou non? Ouais, on paye beaucoup d'impôts en France et nous sommes un groupe mondial présent dans 70 pays et la charge fiscale en France est plus élevée que dans beaucoup d'autres pays. Donc oui, ça c'est sûr. Pour Engie, là on parle pour Il Engie, faut la charge arriver fiscale pour l'entreprise, pour le groupe Engie, est trop élevée en France? Vous me faites dire des choses que je Alors, ne dis pas. non. On est un très bon citoyen, on est un groupe qui crée des emplois, qui Ah, paye ses impôts en France. Voilà, vous m'interrogez sur est-ce qu'on a raison d'agiter le levier de la fiscalité à tout propos. C'est ce qu'on fait. Je pense qu'on n'a pas raison de faire ça. Il y a d'autres moyens d'avoir des comportements plus... Je pense qu'il faut... La taxe carbone, ce n'est pas une fiscalité anonyme. La taxe carbone, surtout si elle est fléchée vers des emplois pour financer des investissements dans le domaine de la décarbonisation, pas assez expliqué, elle est pas malsaine. C'est pas une question qui fâche, je ne l'aurais pas mis dans cette rubrique. Non, c'était pas une question qui fâche, c'était une question d'actualité. On était dans les questions d'actualité. Bon, merci d'avoir été avec nous. Voilà, Isabelle Kocher, donc la patronne, la directrice générale d'Engie, était donc l'invitée de la grande interview en direct donc sur Boursorama, sur l'opinion. Merci à vous et merci Muriel. Merci. Au revoir. Merci.